merci à vous de nous recevoir. On est très content de revenir encore chez vous cette fois-ci. Et allez, je lance mon timer, c'est parti. Et donc, bienvenue pour ce énième meet-up. J'ai l'impression, on fait l'exercice tous les ans par curiosité. Mais bon, normalement, si vous êtes là, vous connaissez le GDG Nantes déjà? C'est bon, tout le monde connaît. Ok. Sachez à la fin aussi, en plus des magnifiques collations qui vous seront offertes par S2I, que nous avons en rab un certain nombre d'affiches du DevFest Nantes à donner pour ceux qui veulent. Donc on aura là, on pourra donner ça. Mais bref, je suis pas là pour parler des affiches du DevFest Nantes, mais pour l'aventure d'être speaker ou speakeuse. Alors, avant toute chose, d'où ça vient un petit peu le contenu que je vais vous présenter, pourquoi aussi je me retrouve à parler de ça face à vous, c'est qu'il y a de ça maintenant un long moment, ça va trahir un petit peu mon âge tout ça. Je commençais déjà à donner des confs, j'ai commencé à donner des confs en 2009 et j'étais dans une société où j'avais énormément de collègues qui étaient super talentueux, qui faisaient des trucs, qui m'apprenaient tout le temps plein de trucs et puis ils parlaient pas. En conférence. Et je comprenais pas. J'étais comment ça se fait? Syndrome de l'imposteur. Je me dis mais est-ce que finalement moi je suis un gros imposteur à venir parler face aux gens parce que du coup parce qu'ils sont nettement meilleurs que moi en fait. Mais il se trouve que en règle générale, à défaut de dire que mes prés étaient exceptionnels, les gens ressortaient en apprenant des trucs et étaient contents de voir mes prés. Donc je me suis dit finalement, certes, j'ai travaillé des choses pour m'améliorer. Je me suis dit, l'enjeu n'est peut-être pas tant lié à moi, mais plus à mes collègues. Et j'ai commencé à me tourner vers eux, à m'interroger un petit peu, leur demander pourquoi vous donnez pas de conf, en fait, qu'est-ce qui se passe, etc. Et j'avais dans 90% des cas, et depuis cette époque, j'ai créé ça en 2012, j'ai eu l'occasion de le faire un nombre de fois incalculable et les stats restent tout le temps les mêmes. En règle générale, les gens ne parlent pas pour deux raisons principales qui sont je ne sais pas de quoi parler, un manque de sujet, ou je ne suis pas légitime. Ça, c'est vraiment les deux trucs majeurs que je retrouve quasiment tout le temps. Après, il y a plein de... Donc les 10%, ça englobe énormément de raisons connexes, mais... Et donc je me suis dit, ok, il faut faire quelque chose pour aider ces gens parce que si moi j'ai réussi à le faire, en fait, vous le pouvez. Et il y a un truc qu'il faut vraiment conscientiser sur la notion de je ne suis pas légitime, etc. C'est que il n'y a pas de mauvais sujet, il y aura que des mauvais contextes. C'est vraiment ça, c'est un des éléments clés qui est associé à cette image-là de je ne suis pas légitime. C'est vraiment cette notion de il y a pas de mauvais sujet, il y aura juste des mauvais contextes. Je vais vous prendre un exemple typique. Prenons un sujet de initiation à Git. Ok, des devs qui font du Git au quotidien ou sur un DevFest, un Devox. Est-ce que vous pensez réellement qu'une conf sur l'initiation à Git, c'est quoi les premières Git, les commandes, Git pull, Git push, Git commit, etc. Est-ce que vous pensez que ça aura du sens? Pas forcément, en effet, on est d'accord. Pour autant, si on se retrouve dans une école en reconversion, là où les gens découvrent l'informatique, est-ce que tout de suite cette même presse, elle a du sens? Carrément qu'elle a du sens, elle est hyper intéressante pour ces gens-là. Donc vous voyez vraiment la notion de contexte donne la pertinence de votre sujet. Donc finalement, votre problématique, très souvent, va être de trouver le bon contexte. Vos sujets, on verra après comment les trouver, vous les avez, vous les possédez. C'est peut-être que des fois, vous les postez dans un mauvais contexte. En effet, peut-être qu'à l'issue de ce que je vais dire, vous vous rendrez compte que proposer des talks au DevFest, c'est peut-être pas le bon endroit. Peut-être qu'il y a d'autres endroits sur lesquels il faudra proposer des talks. Ok ? Parlons un tout petit peu de moi, aussi pour vous donner du contexte sur des questions que vous pourrez être amené à me poser. D'ailleurs, n'hésitez pas pendant la session à lever la main. Tiens, j'ai une question. Mon contenu est prévu en fait pour être interrompu à n'importe quel moment. Donc si vous avez une question au fil de l'eau, ça ne me dérange pas de les prendre direct. Donc moi en fait, Jean-François Garot, actuellement je travaille chez Sphère, mais je suis aussi un des créateurs organisateurs du GDG Nantes. Comme je vous disais, je donne des confs depuis 2009.
Ce qui fait que j'ai eu l'occasion de donner un paquet de confs. Que ce soit des grosses confs, des trucs où, par exemple, j'ai fait une impro sur la keynote de fermeture du DevFest face à plus de 1000 personnes, ou des trucs en très petit comité face à 2-3 personnes. Et si on cumule tout ça, je dois être entre 300-400 confs à peu près donnés depuis que j'ai commencé à donner des confs. Donc, j'ai eu l'occasion de tester plein de trucs. J'ai eu l'occasion de discuter avec énormément de conférenciers, conférencières aussi, pour prendre les bonnes pratiques, comprendre qu'est-ce qui pouvait intéresser les gens, comment ça marche, qu'est-ce qui fait qu'une conf est bonne ou pas. J'ai lu aussi pas mal de choses. Et donc, aujourd'hui, ce que je vais vous retranscrire, c'est un extract d'une formation un peu plus complète, mais c'est tiré de mon expérience d'orateur, d'organisateur, parce que aussi beaucoup de choses que je vais évoquer ce soir sont liées à qu'est-ce que j'ai découvert en étant finalement organisateur du DevFest Nantes. Notamment comment ça marche le CFP, comment on fonctionne, etc. On va essayer d'être assez transparent sur nos fonctionnements, etc. Donc n'hésitez pas, pareil, si vous êtes curieux. Il se trouve, bien entendu, le timing n'est pas lié au hasard, que le CFP du DevFest est actuellement ouvert. Et donc, nous attendons un maximum de sujets, bien entendu. Mais bref, vous pourrez nous poser des questions par rapport à ça. Et il y aura aussi Brian et Émeric de l'équipe qui sont là ce soir si vous avez des questions. Premier truc, on n'a pas de conf si on n'a pas de sujet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager ma technique que j'utilise depuis maintenant plus de 10 ans pour trouver des sujets et qui fonctionne plutôt bien à chaque fois. Pour faire ça, je me repose sur cette courbe. Alors, elle a deux noms. Il y a la courbe de l'effet, de Dunning-Kruger, qui est la courbe du savoir, où au début, on a l'impression de savoir tout, et puis finalement, très vite, on se rend compte que, en fait, on sait rien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est une autre analyse de cette courbe qui s'appelle en fait la courbe du hype de Gartner. Et en fait, je l'utilise énormément parce que le fonctionnement de cette courbe marche comme ça. Donc, que ce soit une technologie, une méthode, en fait, c'est applicable à tout et n'importe quoi. Quelque chose qui démarre. Bon, typiquement, l'IA générative, il y a 2 ans. Technologie Trigger, on entendait parler de ChatGPT un peu, d'OpenAI il y a 2-3 ans. Ok, on était là. Aujourd'hui, tout ce qui est IA générative, on est clairement là. La pique des attentes, tout le monde entend parler que de ça. Dans quelques temps, on va se rendre compte, comme toutes les technos, que si c'est mal utilisé, ça fait pas ce qu'on veut. Typiquement, la machine à café, elle a beau être super, mais elle sait pas faire de thé. Bon, ok, je sais que je l'ai mal utilisé. En effet, c'était une machine à café. Et puis, par contre, si j'aime vraiment le café, et que je trouve ça vraiment cool le café, et que je trouve le moyen de tuner ma machine, je vais faire d'un café qui est trop bon. Donc, je vais être sur le plateau de la productivité. Ok ? Donc, l'idée, c'est que dans votre vie perso, dans votre travail, dans votre veille, vous êtes toujours quelque part ici. Et en fait, c'est là que vous allez piocher les sujets que vous allez traiter. Moi, typiquement, quand je donne des confs sur le web, je suis ici. Je fais de la veille sur les sujets émergents des technologies web et j'ai tendance à traiter des sujets qui sont ici. Ça, je le fais pas trop, ça va dépendre des sujets. Ça, c'est très lié à des rex. Et puis ça peut m'arriver. Typiquement, ce que je fais ce soir, c'est plutôt du plateau de la productivité. J'en ai quelques-uns des sujets comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'il suffit simplement de prendre du recul sur sa vie. Et en effet, on peut aussi extraire des sujets potentiellement non techniques. En ce moment, de par mon rôle, je fais de moins en moins de code, de plus en plus de gestion d'humains, etc. Et donc, mes sujets évoluent. Mes sujets de veille aussi évoluent complètement. Et donc, je me retrouve à traiter énormément de sujets qui ne sont pas forcément techniques, mais qui, si je réfléchis un petit peu, se trouvent bel et bien quelque part dans cette courbe. Donc ça, c'est le premier truc. On prend un petit peu de recul et après, on va commencer aussi à réfléchir à la nature des sujets qu'on va pouvoir traiter parce qu'en fait, ils vont pouvoir nous indiquer un petit peu plus facilement dans quel contexte on va pouvoir jouer ça. Typiquement, technologie trigger, ça s'adresse majoritairement à des personnes qui ont un profil early adopter. Et comme on a assez peu de ressources en général, parce que les choses démarrent, on est vraiment dans de l'exploratoire, c'est facile de ne pas être l'expert ou l'experte du sujet. Parce que, en fait, il n'y en a pas, ça n'existe pas, à part les personnes qui ont créé la techno, et encore même les personnes qui ont créé la techno, ça évolue des fois tellement vite que même ces personnes-là vont être potentiellement
pas la bonne personne à un instant T. Donc, ce qui est assez sympa dans ce truc-là, c'est que on n'est pas obligé d'avoir les sujets les plus pointus techniquement parlant. On peut aussi commettre plus facilement des erreurs. Par contre, en termes de veille, de recherche, de construction de sujets, c'est difficile parce que comme il y a peu de ressources, ça demande une envie très forte d'exploration. Pic des attentes, c'est le plus dur à traiter parce que c'est là où il y a le plus d'attentes. Du moins si vous voulez le traiter sur des conférences. Là, très clairement, ici, on va vouloir avoir les rockstars, on va vouloir avoir les personnes qui ont créé les technos, on va vouloir les experts et expertes des sujets. Donc, si vous n'êtes pas cette personne, vos chances d'être retenu sur ce topic-là sont quand même plus limitées. Le trou de la désillusion, c'est un truc parfait pour les retours d'expérience. Ok, je vous disais tout à l'heure, ma machine, elle fait pas de thé. Bon, en effet, j'ai fait une erreur. Mais du coup, mea culpa, je vais vous expliquer pourquoi je me suis trompé à comprendre que je voulais faire du thé avec et que finalement, j'ai envie de faire quelque chose. C'est quoi les enseignements que j'ai eus de tout ça. Donc ça, c'est des super... ça peut être des très bonnes confs aussi, hein, les retours d'expérience. Et après, plateau de la productivité. Là, c'est quand la chose est bien en place, on va aller vraiment en profondeur dans des sujets qu'on va pouvoir traiter de façon assez technique. À ça, on va associer un deuxième truc qui est la gestion du temps. En fait, en fonction du topic, on ne va pas forcément traiter la conf de la même façon. Dans le monde des conférences, il existe différentes catégories. Il y a les quickies, c'est des talks plutôt courts. Alors ceux qui connaissent l'autre terme, ils se marreront, et puis les autres, vous irez chercher, vous rigolerez après. Mais ça s'appelle bien quickie quand même. Donc ça, c'est des confs de 15-20 minutes à peu près. L'objectif d'un quickie, c'est de générer de l'attente. En règle générale, un quickie en talk qui est bien réussi, c'est un quickie où il y a eu pas mal de questions et où les gens sont à la fin « j'en voulais plus ». Ça, plutôt, c'est ça l'objectif en gros d'un quickie. Donc, très bien pour justement la partie trigger technologie parce que on va présenter un truc et on va tester. On ne sait pas trop si ça va plaire ou pas. Allez, hop, on se le tente et puis on va voir. De la même façon, quand vous ne savez pas trop si un sujet va plaire ou pas, vous pouvez le tester en quickie. Vous voyez bien si globalement vous avez eu un certain nombre de questions et d'attentes ou pas du tout. Ça peut aussi passer dans le pic des attentes parce que finalement, il y a des gens qui veulent faire de la veille assez rapidement. Ils s'en foutent de connaître le truc de façon précise, ils veulent juste savoir de quoi on parle. Donc, pareil, ça les aide aussi pas mal. Le Rex, on va éviter, en quickie, ça passera pas. Et en plateau de la productivité, c'est pareil, ça va être assez difficile de rentrer profondément dans un sujet en seulement 15-20 minutes. Après, on va avoir la catégorie maîtresse que tout le monde dans laquelle veut aller, mais je vous montrerai des trucs après là-dessus, sur les conférences. Ça oscille entre 35, 40, 50 minutes. Bon, ça va dépendre des événements. Là, en fait, ça colle partout. En gros, globalement, quel que soit le sujet, on va pouvoir traiter ça en conférence. Même en plateau de la productivité, parce que potentiellement on va cibler un aspect très précis d'une techno. Typiquement, moi qui fais du web, une fois j'ai vu une conf d'1 heure sur Border Radius, le truc qui fait le petit arrondi, et elle était hyper intéressante. 1 heure de Border Radius, je vous jure, c'était captivant. Donc oui, c'est possible. Et donc ça, c'est les conférences. Et après, il va y avoir des formats un petit peu hybrides. Donc ça, c'est Devoxx, ils appellent ça les tools in action. Eux, ils font ça en 30 minutes. Mais en règle générale, c'est plutôt ce qu'on va associer à du live coding, des démos live. Donc là, technologie trigger, ça s'y prête très bien parce que justement, quoi de mieux pour faire adopter une techno que de la montrer en action. Ok, on va la montrer, on va faire. Pareil, ça marche très bien là. Sur le Rex, ça n'a pas trop de sens. Par contre, sur le plateau de la productivité, potentiellement, ça peut en avoir. Et après, on va tomber dans les ateliers, CodeLab, Endzone. Voilà, ça a plein de noms. En gros, les trucs où on pratique. On va mettre les mains dans le cambouis. Et là, c'est pareil. Ça se prête très bien à Technology Trigger, Peak des Expectations ou Plateau de la Productivité. Quoi de mieux pour découvrir une techno que de la tester par soi-même. Ok, on va y aller, on va faire ça. Là, tout le monde a compris, mais du coup, j'ai envie de rattraper un peu les trains que j'ai ratés. Très bien, on va le faire. Ou plateau de la productivité, je vais vous aider à être productif, vraiment. Donc, ça passe bien. Trou de la désillusion, globalement, dites-vous qu'il n'y a que la conf qui est pas mal. Et puis après, on va avoir des sujets, pareil, un dernier format qui s'appelle l'University, qui est des sujets de 2-3 heures. Ça, c'est très long.
Ça demande une grosse préparation parce que faut envoyer du contenu, faut être en capacité de garder les gens concentrés, hein, c'est pas simple. Donc c'est plutôt quelque chose qu'on met pour le plateau de la productivité. Donc quand vous mixez tout ça, et en fait vous allez vous rendre compte que vous allez assez facilement trouver des sujets et des topics, et des timings en fait. Et une fois que vous commencez à voir ça, ça vous oriente un petit peu aussi vers l'endroit potentiellement où vous avez envie d'aller. Donc, ça y est, yes, j'ai trouvé un sujet. Alors, il me fait marrer ce petit bébé. Donc, au début, moi, je croyais que c'était toujours le bébé victorieux. Et en fait, non, il a du sable dans la bouche. Il s'apprête à cracher tout, là. Mais bref, je le garde quand même parce qu'il a quand même la classe, ce bébé. Donc, avec cette technique-là, vous allez pouvoir facilement trouver des sujets. La question se posera après de où est-ce que je vais poser mon sujet. Comment on va trouver la pertinence de son contexte? En fait, il y en a plein. Il y a dans sa société, globalement, toutes les boîtes aujourd'hui ont des trucs internes pour partager. Il y en a plein qui existent, des trucs le midi, le soir. Ce qui est important, c'est de ne pas vous limiter à ce qui a été défini forcément. Des fois, n'hésitez pas à vous écarter des codes ou à créer des choses nouvelles. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, dans une des sociétés précédentes où j'étais, j'avais réussi à lancer la motivation sur créer des confs, très bien. Donc il y avait plein de confs qui se créaient. Et puis quand je débarque et que je dis, donc imaginons, donc là voilà, on est en mai 2024, je vais voir l'organisateur de cet événement et puis je lui dis, je voudrais proposer une conf. Il me dit, ok, si tu veux, j'ai de la place en mars 2025. C'est véridique, hein, c'est vraiment arrivé. Je dis non, en fait à la base moi je voulais juste répéter parce que je joue le mois prochain. Bon du coup j'ai mis mon truc complètement en dehors des clous. Il y avait du monde qui était venu, j'ai pu répéter, ça s'est très bien passé. Voilà. De la même façon, des fois j'ai entendu aussi dans certaines sociétés que c'était les managers qui s'emparaient du truc et puis qui imposaient une certaine vision technologique qui n'était pas forcément ce que les devs avaient envie de voir en fait. Donc, n'hésitez pas à hacker le truc, c'est pas grave en fait. On va y aller. Donc, dans sa société, ça c'est un premier point d'entrée sur lequel vous allez être dans un petit cocon. Ça va être des gens théoriquement qui sont bienveillants normalement. Hein, ils sont censés être là. Vous les connaissez. Ça va bien se passer. Donc, meilleur moyen aussi de se rendre compte de ses premiers défauts. Typiquement, ma toute première conf en 2009, elle était en interne. Je voulais faire une petite restite d'une demi-heure à peu près sur une techno qui s'appelle Java RCP. Bon, c'est pareil. Ça. Et je suis parti sur 2h30 de conf. J'avais des collègues bien sympas qui m'ont écouté. Ils m'ont dit que c'était sympa, mais que c'était un peu long. Bref, tout ça pour dire que super enseignement pour moi, j'ai un problème avec le timing. Il va falloir que je travaille là-dessus. Donc, heureusement que je m'en suis rendu compte, du coup, en interne, parce que ça m'a permis, si j'avais fait ça en DevFest, ça aurait été un petit problème parce que j'aurais pas pu traiter le sujet comme j'aurais voulu. Une fois qu'on s'est conforté, qu'on est un peu confiant sur notre capacité à parler, on peut éventuellement passer du coup dans la case Meetup. Vous voyez, il y en a plein des Meetup à Nantes. On est super motivés pour recevoir des topics régulièrement, des sujets, on attend que ça. Et donc, de la même façon, le public qui vient sur les meet-up, il est bienveillant. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? C'est que aucun de vous ce soir n'a payé pour venir. Donc, si globalement je vous déçois, vous direz « Oh, j'ai perdu du temps ». Mais vous ne pourrez pas dire que vous avez perdu de l'argent. Alors à la limite, peut-être vous me reprocheriez votre ticket de stationnement sur les 5 minutes qui précédaient le 19h. Bref. Mais c'est aussi un gage pour vous inciter au fait de vous dire que la communauté, quand vous allez dans les meet-ups, c'est des gens qui sont passionnés, qui ont envie d'apprendre en fait. Et donc, les gens, ça se passe bien. Le gros challenge pour vous, en fait, c'est de vous dire que ce public-là n'est pas plus expert que vous. Qu'est-ce qui m'amène aussi à dire ça? C'est que finalement, les gens qui viennent en meet-up, c'est les mêmes, c'est vos collègues, c'est vous y allez, en fait. Et donc, ce que je dis très souvent, c'est que pourquoi vous n'hésitez pas à partager à vos collègues des trucs, et pourquoi vous n'hésiterez pas potentiellement à faire une conf en interne, alors que dès qu'il s'agit de passer la porte de l'extérieur et d'aller dans un meet-up, tout d'un coup, le public est devenu des experts ultimes. Une seule conclusion vient à moi,
Vos collègues, c'est des branques. Mais il se trouve qu'en règle générale, c'est pas forcément ce qu'on pense de nos collègues. On a plutôt de l'estime, des fois on les a recrutés, etc. Donc, rendez-vous compte que le public qui est là en meet-up, en fait, c'est le même que vos collègues. Donc, ça va bien se passer. Et du coup, ça vous entraîne. Continuez de vous entraîner dans la conférence. Et après, bien entendu, il y a la case que beaucoup de gens souhaitent adopter, qui sont les conférences, type DevFest, Devox, etc. Là, par contre, en effet, il y a un enjeu financier. Donc, naturellement, il va y avoir une attente de la part du public. Aussi, potentiellement, en fonction de la renommée, de l'événement, etc. Donc, si vous voulez y aller, faut avoir conscience de ces enjeux-là. Et se mettre un minimum de pression. Ça ne veut pas dire que ça va mal se passer. Une fois de plus, le public reste le même, mais c'est juste que le même public va avoir des attentes liées à d'autres types des éléments externes. L'argent, la renommée de l'événement, le temps pris, parce que c'est en journée, etc. Enfin bref. Après, on peut aussi faire d'autres choses. Il y a des webinaires, il y a des BBL qu'on peut faire. BBL, c'est Brock Bag Lunch. C'est je vais aller donner des confs le midi dans des boîtes. Moi, je le fais régulièrement, ça. On peut aussi décider d'avoir sa chaîne YouTube, on peut faire des podcasts, enfin bref, les moyens de partager sont très nombreux. Mais si on veut s'intéresser un peu plus en détail sur les conférences, il y a un truc par lequel on est obligé de passer, c'est les Call for Paper, Call for Proposal aussi. Donc c'est les fameux CFP, le truc qu'on utilise tout le temps là. Et donc, on va revenir ensemble sur les règles majeures qui constituent un CFP. Et la règle numéro 1 d'un CFP, c'est « vous ne serez pas retenu ». La règle numéro 2, c'est « vous ne serez pas retenu ». Et la règle numéro 3, c'est « vous ne saurez pas pourquoi ». À quoi ça sert en fait de poster si on sait qu'on ne va pas être retenu? En fait, si je vous dis ça, c'est lié à des effets statistiques, c'est lié aux maths, etc. C'est proportionnellement, vos chances de ne pas être retenu sont malheureusement nettement supérieures à vos chances d'être retenu, statistiquement parlant. Je vais vous montrer des chiffres après qui sont tirés du CFP du DevFest de l'année dernière. Ça va être flagrant en fait pour vous. Donc, la règle numéro 1 et 2, c'est en fait, on va dire, le cas normal. Si je prends l'exemple l'année dernière, on avait reçu 777 propositions. On en a retenu que 60, parce qu'il y avait celles qu'on avait sélectionnées. Bon, faites le calcul par vous-même, vous voyez qu'on a refusé un bon paquet de présentations. Ça ne veut pas dire que elles étaient toutes bonnes à acheter. Il y avait des très bonnes confs qu'on a rejetées. Malheureusement, on est obligé de faire des choix. On ne va pas faire un DevFest qui dure 5 jours. Ça fatiguerait tout le monde, je ne suis pas sûr que ça intéresse, etc. Donc, ça, c'est les deux premières règles à avoir en tête. Donc, le fait d'être rejeté d'un CFP, ce n'est pas vous qu'on rejette, c'est plein de raisons qui peuvent être à l'origine du rejet. Malheureusement, vous n'étiez pas aligné avec le topic. Typiquement, à une époque, je proposais à Android Makers, qui est une conf très orientée en Android. Quand je faisais de l'Android, ça passait. Quand j'ai fait du web mobile, ça passait plus. Parce qu'ils ne veulent pas traiter de web mobile, quand bien même c'est du mobile. Donc, j'ai arrêté de proposer là-bas. Ça n'avait pas de sens. Ouais, tu avais une question? Ouais, il y a aussi le sujet de la conférence, le fait que ce soit attractif pour que les personnes viennent au DevFest ou des événements comme ça peut influencer sur le choix. Tu veux dire que nous, notre façon de sélectionner? Ça peut intéresser, si ça intéresse plus de personnes, oui. Ça peut être plus audacieux, moins audacieux, mais plus logique de choisir une personne qui fasse quelque chose de populaire. Oui, c'est ça. Donc la remarque était liée au fait qu'il y a un enjeu de popularité, de réflexion aussi sur l'intérêt que va générer une conférence plus qu'une autre. En effet, comme on le disait tout à l'heure sur le pic des attentes, typiquement, vous vous en doutez bien, cette année, au sein du GDG, on va être obligé de traiter des sujets de GenAI. On le sait. Maintenant, on ne va pas mettre 50 sujets de GenAI. Ça, c'est sûr. Donc, les sujets de GenAI qu'on va mettre, en effet, c'est soit ça va être des ultra rockstars sur le truc, soit ça va être des sujets vraiment hyper pertinents qui vont dans le sens de ça.
La troisième règle qui est vous ne savez pas pourquoi, en fait, elle est liée à la nature des organisateurs, organisatrices des événements. La quasi-totalité des événements qui sont organisés en France sont faits de façon bénévole. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, 777 sujets, 60 sujets retenus, ça fait 717 sujets rejetés. Ça fait beaucoup de sujets rejetés, plein de raisons potentielles. On ne peut pas vraiment automatiser sur la raison, parce qu'il y en a 150 des raisons qui font qu'on va rejeter. Et donc, on ne peut pas prendre du temps individuellement pour répondre et expliquer. Ce qu'on peut faire, et qu'on fait de temps en temps, c'est si on nous sollicite, parce que vous étiez vraiment en mode « celle-ci, j'y croyais vraiment, je voudrais vraiment savoir pourquoi elle n'a pas été retenue ». Ok, on va le faire à titre exceptionnel et on va sélectionner justement des confs. Ce que je disais, ce soir, par exemple, je vais faire un retour justement à une société qui m'a demandé, les personnes sont là, on a échangé, et justement, dans ce que je lui ai demandé, je lui ai dit, s'il te plaît, filtre-moi les conférences que tu as vraiment envie que je te donne le feedback. Parce qu'il y en avait beaucoup, je ne peux pas tout donner. Donc voilà, ça on peut le faire. Mais dites-vous bien qu'on ne le fera pas de façon générique. C'est assez déprimant, mais ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez pas être retenu. Ce qui veut dire aussi qu'il faut faire preuve d'une certaine résilience, d'une certaine persévérance, et qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'on va voir à partir de maintenant sur comment on va optimiser ses chances d'être retenu. Alors, le premier truc, le titre doit donner envie. En vrai, le titre qui doit donner envie, c'est pas tant un truc qui est important pour nous les orgas, mais c'est un truc qui est important pour les participants et les participantes le jour J. Petit retour d'expérience, nous sommes en 2012, je sais plus. Je donne à ce moment-là une conférence sur une techno qui s'appelle WebRTC. WebRTC, c'est le truc qui fait qu'aujourd'hui on fait tous des visios sans Flash. Voilà. Et pour ceux qui ont connu Flash, voilà, on faisait des visios avec Flash avant. Après, il y a eu la techno WebRTC. Donc j'ai fait des confs là-dessus parce que je trouvais ça cool. J'y croyais. J'ai eu raison d'y croire. Mais en même temps, en 2012, il y a un truc qui est sorti qui s'appelait les Google Glass, qui était super tendance. Et donc, moi, je me lève à 4 heures du matin pour prendre mon avion à 5 heures pour aller à Marseille. Du coup, je m'étais levé même plus tôt. J'arrive à 7 heures sur site. Je donne ma conf. En même temps que mon slot, il y a une conf sur les Google Glass. Et mon talk s'appelait « Découvrez WebRTC ». Je dis, c'est bien. Eh bien, ce nom. La conf démarre, il y a 3 personnes dans la salle. Il y a un copain, parce qu'il fait « c'est Jeff, d'où je viens de voir ». Donc, merci, copain. Il y a quelqu'un, en fait, ils étaient 3 dans sa boîte, chacun s'était mis dans une salle. Et donc, c'est lui qui était chargé de faire la restite de cette salle. Et la 3e personne qui était vraiment intéressée par WebRTC. Bon, j'ai donné ma presse, etc. Puis après, sur le coup, j'étais c'est pas bien, vous auriez jamais dû programmer les Google Glass en même temps que d'autres confs, etc. J'étais un peu fâché pour des mauvaises raisons. Et puis, cerise sur le gâteau, le gars qui donne la conférence sur les Google Glass, sur le chemin du retour, dans le taxi, me dit « Ouais, mais ton nom était pourri ». Alors, je l'ai hyper mal pris. Hein. Et puis, après, j'ai pris le temps de réfléchir. Et je me suis dit, c'est vrai que si on prend le temps de regarder un petit peu tout ça, j'étais face à un public d'étudiants, un sujet ultra trendy, et ma conf s'appelle juste « Découvrez WebRTC ». C'est vrai que moi-même, j'y vais pas en fait. À part si je fais de la veille et que je sais ce que c'est WebRTC, pourquoi j'irais voir cette conf-là? Donc, du coup, ça m'a forcé à revoir le nom. J'ai pas trouvé un truc extraordinaire, hein. C'était juste après WebRTC, la visio dans mon navigateur sans plugin. Ok, voilà. Et en fait, à chaque fois que j'ai rejoué cette conf, il y avait toujours du monde. Et j'ai aucun doute sur l'impact qu'a eu le nom dans la population que j'avais à chaque fois. Donc, essayez de donner un minimum de contexte. Évitez aussi les jeux de mots foireux. Typiquement, je pensais à des idées de nom de conf de Microsoft à l'époque, de LiveShare. On a fait un plan A3, ça s'est bien passé.
Bon, c'est discutable. On reparlera de l'humour plus tard, mais typiquement, on va éviter d'aller dans ce genre d'humour. Vous en doutez bien. Donc le titre, il doit être réfléchi. Le meilleur moyen de le tester, de le challenger, en fait, c'est vos collègues, vos amis, vos collègues. Challenger ces noms auprès des personnes que vous connaissez. Parce que vous allez faire face à un truc qui est majeur, combien même, allez, à peu près 50% des gens auront fait en anticipation leur programme gentiment en avance. La quasi-totalité, il va se passer un truc le jour J. Tu vas voir quoi? Je vais voir ça. On écoute juste le nom, fait « Oh, ça a l'air sympa !» Et hop, vous venez de perdre une personne. Donc, le nom de la conf, on y réfléchit un petit peu quand même. La description décrit le contenu. Ah oui, c'est un moment où j'enfonce des portes ouvertes. La description décrit le contenu. L'idée, c'est réfléchissez ça comme un teaser de film, en fait, comme un synopsis de film. C'est un truc où vous devez donner un petit peu de contexte, un petit peu d'information, sans tout dévoiler, parce que sinon, ça sert à rien, en fait. Et aussi, ce qui est très important par rapport au contenu, il faut avoir conscience que c'est comme un contrat que vous allez signer avec les participants et les participantes. Et aussi avec les orgas. Parce que je peux vous dire, si c'est pas respecté, nous, ça finit sur une liste qui s'appelle la blacklist. Et on n'est pas content. Quand on sait qu'il y a des confs où on s'est foutu de nous. Le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est une fois, on avait sélectionné une conf où la personne proposait de faire un truc autour de la géologue avec Firebase et tout ça. L'abstract, il avait l'air top. Le gars, c'était un GDE web reconnu. On s'est dit, ok, on y va, ça va être trop bien. Il a vendu pendant 40 minutes Firebase, les produits, tout ça. Et à la fin, pendant 5 minutes, il a fait, au fait, il y a une API dans le web qui s'appelle GetLocation, qui permet de récupérer la localisation, et hop, vous la stockez dans Firebase. Tu fais quoi? Donc là, il s'était clairement foutu de nous, on était vraiment fâchés, on ne l'a plus jamais recontacté. Et le public était très déçu. Et c'est aussi pour cette raison, pour ce genre de raison, que typiquement, nous, dans les open feedback, qui sont les mécanismes de feedback qu'on met en disposition, maintenant, on a rajouté le truc talk commercial, hors sujet, etc. Pour aussi être en capacité de signifier aux speakers ou à la speakeuse, on t'a grillé, on t'a repéré. Donc faites attention à ça. Un truc aussi qui est important à gérer dans la description et qui va pouvoir vous aider, c'est grâce à de la sémantique, vous allez très facilement être en capacité de guider vos participants-participantes dans le niveau attendu. Le niveau que vous allez dispenser pendant votre conférence. Typiquement, si votre abstract comprend des mots du style « nous allons découvrir ensemble telle techno », on se doute que si je suis déjà expert sur cette techno, alors que c'était écrit qu'on va découvrir, si je suis là et que je suis pas content, je peux m'en prendre qu'à moi-même. C'était écrit. De la même façon, au contraire, si je dis dans cette session, nous allons approfondir ensemble ces aspects-là, ok, on sait que du coup, moi en tant que débutant, si je débarque et que je comprends rien, pareil, j'ai été prévenu. On va approfondir. Okay, donc, n'hésitez pas à utiliser la sémantique, très clairement, qui va orienter et éviter des déceptions potentielles aussi. Donc, c'est tout ça qui se joue en fait à travers la description. Et en fait, il va falloir un petit peu réfléchir à nous, orgas, s'il vous plaît. C'est le moment où je prêche pour notre paroisse. À travers un truc important. Si possible, vous pouvez donner des références de talk. Le talk a déjà été donné, vous avez déjà les slides, vous avez écrit un article sur le sujet. Très bien, vous avez fait un podcast sur le sujet. Ça passe. Ou, tout simplement, des fois, ce qu'on considère aussi être des références, c'est d'autres talks donnés par le passé sur d'autres sujets. C'est pas grave. Et rassurez-vous, c'est pas grave non plus si vous n'avez pas de référence. Okay. Chaque année, on prend des gens qui n'ont jamais donné de conf encore ou qui n'avaient pas encore de référence. Il y a régulièrement des gens qui viennent nous le voir après et font « Ah, merci vraiment, mon talk au DevFest, c'était le premier, on était super contents, etc. » Donc, ça peut bien se passer aussi. Par contre, un truc qui est indispensable et que je vous invite systématiquement à mettre, même si l'outil ne le propose pas, c'est les notes pour les orgas. Les notes pour les organisateurs, ok, je vous ai dit, c'est une sorte de synopsis, sauf que nous, on a envie de savoir pourquoi on vote. On n'a pas juste envie de se faire vendre un truc commercial, en fait. On veut savoir, plus vous nous donnerez de détails, plus ce sera pertinent pour nous dans notre choix.
ce qui peut aussi générer potentiellement un refus, hein, mais au moins on sera aussi plus en capacité de l'expliquer, etc. Typiquement, c'est arrivé plein de fois où il y a des trucs où on a 2 lignes. En fait, nous, notre réaction, c'est de se dire à la personne, elle fait pas d'effort, nous non plus, on va pas faire d'effort. Donc là, vous pouvez détailler vraiment le type de démo que vous allez faire, le plan. Il y en a très souvent, ça arrive des fois, qu'on voit le plan. Des trucs comme ça, qui sont déjà. D'ailleurs, quand je parle du plan, ça me fait penser à un truc majeur, qui est, s'il vous plaît, avoir le plan en tête, c'est une chose, mais si c'est la première fois que vous donnez ce talk, ne le préparez pas avant le CFP. Souvenez-vous des règles 1 et 2. Hein, ce serait dommage d'avoir passé beaucoup de temps à préparer un sujet qui ne va pas être donné. Donc, et on le sait, hein, quand on sélectionne, on le sait, les sujets ne sont pas forcément prêts au moment où ils ont été soumis. C'est accepté, ça fait même partie du jeu, on va dire. Donc voilà. Donc ça c'est très important. Et donc justement, on parlait tout à l'heure des stats un petit peu. Réfléchissez aussi aux catégories. Ouais. Par rapport à ce que tu dis, si tu prépares pas ton talk, les parties titres sont vachement importantes et accrocheuses. Ouais. Et descriptifs, qui est un contrat, Ouais. sont gravés dans le marbre au moment où tu le passes dans le CFP. Bien sûr. Et tu peux pas revenir dessus a posteriori. Et tu peux pas dire bon, je mets mon titre, là j'ai pas encore trouvé, c'est un peu pourri, mais. Des fois, ça arrive. C'est déjà arrivé qu'on ait des gens qui nous postent un titre. Comme je te dis, c'est pour ça que le titre, c'est pas le truc le plus important au moment du CFP. C'est arrivé plein de fois que des gens, a posteriori, après sélection, nous disent en fait, je voudrais ce titre-là à la place. Okay. Tant que ça reste le même sujet, on est d'accord. Tu vois. Mais c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé parce que de la même façon, des fois, on renseigne des trucs, nous, pour des top speakers. Le titre, on sait qu'on n'a pas le titre définitif au moment du CFP, etc. C'est un critère de sélection. Non. Non. Pour nous, le titre n'est pas un critère. Sauf si c'est des jeux de mots foireux. Là, ce sera un critère de non-sélection. Voilà. Non, mais c'est vrai, hein, véridique, ça peut être un critère de non-sélection. Hein. Ouais. Imaginons que c'est une conf qu'on a déjà donnée, qu'on a déjà commencé à préparer. Est-ce qu'on peut donner un premier PowerPoint Oui, tu peux, carrément, ouais. Y a pas de souci. De la même façon, c'est pas grave si vous l'avez déjà donné, etc. Moi, ça va m'arriver pour une ou deux confs. Il y a une ou deux confs où je sais, quoi qu'il arrive, je veux la donner. Donc, je vais la préparer, en fait. Et après, je vais chercher un endroit où je vais monter mon propre meet-up pour la faire, j'en sais rien. Mais des fois, on peut aussi, c'est le cas. Mais c'est vrai que si vous êtes dans un truc exploratoire, vous êtes en mode j'aimerais bien le traiter, je sais pas trop, ne préparez pas les slides avant, le risque déceptif est fort. Sachant que de toute façon, entre le moment où on vous sélectionne et où vous avez l'événement, il se passe en règle générale entre 2 et 3 mois. Vous avez à peu près 2-3 mois de prépa potentiel, ce qui vous laisse largement du temps pour préparer. Truc que je voulais mettre en avant, c'est la répartition. Regardez bien la répartition qui est assez dingue en termes dans le CFP. Le truc jaune, c'est les Code Lab. 6%, on reçoit dans toutes les propositions que 6% de Code Lab, 20% de Quickie, 73%. Et c'est pas proportionnel à nos catégories. En fait, j'ai fait du coup justement le ratio par rapport aux places disponibles et on voit que quand on est dans les Code Lab, on est plus proche des 25% d'être retenu en postant un Code Lab que sur les conférences où on est en dessous les 10%. D'accord ? Les Quickies, c'est autour des 10-12%. Donc, le fait d'avoir conscience de ça aussi, bon, après, si je vous dis ça et que tout le monde fait ça, ça va réétaler le truc, mais j'ai foi dans le fait que globalement, ces ratios vont rester les mêmes, à peu près. Donc, vous pouvez aussi tricher par rapport à ça. Vous pouvez triquer le truc. Moi, je le sais justement maintenant, je connais ces stats-là. Je sais que c'est toujours la même chose. Donc, sur certaines confs, parfois, si je suis pas connu de la conf, je vais tricher. Je vais aller sur des trucs qui justement sont statistiquement moins proposés pour maximiser mes chances d'être pris. De la même façon, là je vous parle du DevFest Nantes qui est un événement qui génère beaucoup d'attention. 777 sujets, ça fait beaucoup. Mais il y a plein d'événements qui démarrent chaque année. Là par exemple, il y a un nouvel événement qui s'est lancé cette année qui est DevQuest à Niort. Je ne pense pas que DevQuest avait reçu 777 sujets.
je pense qu'ils en ont reçu beaucoup moins. Et donc, proportionnellement parlant, vos chances d'être retenu sur des nouvelles confs sont beaucoup plus fortes que sur des confs comme nous, en fait. Ça ne veut pas dire que vous ne proposez pas chez nous, hein, mais c'est juste aussi pour vous mettre dans cette réalité-là. Ouais. Par rapport au type au format des conférences, si on a un sujet qui potentiellement peut être sur un support Sur 2 supports différents ou sur un cookie qui peut être adapté, le mieux c'est quoi? C'est de le dire dans le sujet ou c'est de faire 2 propositions séparées sur les 2 formats? Alors, la question était sur quand on a un sujet qu'on veut traiter de 2 façons et qu'on sait qu'on peut traiter de façon différente, que ce soit en quickie ou en conférence. Bien entendu, on sait qu'on ne va pas traiter la même quantité d'informations, mais on sait qu'on peut le faire. Le mieux pour nous, c'est que vous soumettiez 2 fois le sujet. Après, maintenant, par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a limité le nombre de propositions par personne pour éviter, parce que des fois, il y en avait des gens, ils nous inondaient, ils mettaient 10 sujets. 10, 15 sujets. Toi, tu as vraiment envie de venir, quoi. Mais du coup, au final, ça fait l'effet inverse. Donc, du coup, on limite. Donc, en règle générale, ça ne vous concerne pas trop quand on est dans la démarche de démarrage, etc. Donc, je vous conseille de faire 2 propositions, de le préciser par contre dans les notes. Parce que quand on fait les reviews, quand on est en train de voir, ah oui, au fait, c'est écrit que c'est dans l'autre format, moi je préfère. Parce que chaque année, ça arrive à peu près pour une conférence, nous, au moment de la sélection de la délibération, on est en train de se dire, ce truc-là c'est cool, mais on pense que le timing n'est pas le bon. Et donc, souvent on contacte la personne. Et donc là, typiquement, si on sait que c'est le cas déjà, nous, c'est du temps de gagner en fait. Et ça nous conforte d'autant plus dans la sélection potentielle. Donc, idéalement, je vous conseillerais de faire les 2, ou les 3, en fonction de votre capacité à adapter. OK? Et là, ouais, j'ai reçu le mail de confirmation. Wouhou! Je suis trop content. Donc là, c'est le moment où le stress monte, parce qu'il va falloir assurer. Et on va commencer à préparer, du coup, ces slides. On va se chauffer un petit peu. Et en fait, pour faire ça, on va commencer par structurer ces idées. Donc, on va relire déjà le CFP, parce que potentiellement, entre le moment où on a posté et on est sélectionné, il peut se passer du temps. Si je prends l'exemple de Devox, il peut se passer jusqu'à 4 mois entre l'ouverture et la sélection. Le moment où vous recevez le fameux mail. En 4 mois, vous avez eu potentiellement plein d'autres trucs en tête et vous n'êtes plus au point sur tout. Et ah oui, truc très important, vous avez été retenu, c'est très bien, mais vous avez le droit de refuser à ce moment-là. Nous, c'est le moment où nous, on a les chocottes. On a fait notre sélection, on a fait notre programme idéal et on espère que tout le monde va valider. Donc, s'il y a bien un moment où vous pouvez nous faire faux bond, c'est juste après la sélection. Parce que ça fait partie du jeu. Par contre, si vous le faites une semaine avant l'événement, vous avez intérêt à avoir une bonne raison. Et en fonction de la bonne raison, on vous pardonnera ou pas. Ok ? Non, mais des exemples concrets. Une fois, il y en a un, il nous a dit son père est mort, enterrement au moment du DevFest. Condoléances quoi. Condoléances, ton sujet si tu veux, il est bloqué pour l'année prochaine si tu as envie de revenir, si tu as encore le moral quoi. L'autre, je suis désolé, j'ai un atelier payant, je viens pas. Voire la personne qui prévient pas du tout. Alors là, ces gens-là, blacklist direct. Ok ? Par contre, en effet, ceux qui refusent au moment de la sélection, on les blackliste pas, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. On accepte. Et c'est aussi pour cette raison que vous verrez qu'il y a une sorte de temporalité hyper frustrante entre le moment où vous voyez les premiers messages sur Twitter, sur les réseaux qui pop « J'ai été retenu !» et puis que vous avez rien. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sélectionné, ça veut juste dire que vous n'êtes pas sélectionné dans le premier run. C'est ça que ça veut dire en fait. Parce que on préfère très clairement, et ça c'est le cas de quasiment tous les orgas, on préfère attendre d'être sûr qu'on a notre programme avec un set vraiment V1 avant d'envoyer un message de refus. Parce que justement, si on vous envoie en même temps que les sélectionnés les refus, et puis qu'après on vient dire en fait, s'il vous plaît, on veut bien de ton sujet. C'est un peu aussi, c'est un peu vexant pour vous. Donc, c'est pour ça que
c'est normal qu'il y ait ce temps un peu bâtard et que des fois, c'est plus ou moins long. Donc nous, on est en mode harcèlement. S'il vous plaît, répondez les speakers, dites-nous si vous venez ou pas. Donc on essaye de faire ça le plus vite possible, mais on fait au mieux, quoi. Bref, on est sur les slides, j'ai choisi mes slides et tout ça. Je structure mes idées, donc je vais faire des mind maps, je vais mettre des post-it partout, je vais écrire sur un bloc-notes, je vais ouvrir mes slides et puis je vais noter toutes mes idées. En fait, ça c'est un moment important que je vous conseille de faire qui dure pas plus d'une semaine en règle générale, sur lequel vous allez jeter vraiment toutes les idées. Certes, vous aviez cette vision de ce que devait être le talk, son nom, la descriptif, 2-3 trucs. Et là en fait, vous allez aller plus loin. Vous allez aller dans quelque chose qui va devenir de plus en plus construit et on va se donner un outillage pour travailler cette structuration. Donc, on va jeter plein d'idées au début parce que, WebRTC, je vais parler de tel truc, je veux parler de tel truc, je veux parler de tel truc. Voilà, bref, je jette toutes mes idées. Je reviens dessus une semaine après. Pourquoi je fais ça pas plus d'une semaine? Parce qu'en règle générale, quand je fais ça en une fois, j'arrive jamais à avoir tout en tête. Il y a toujours le truc où je suis aux toilettes, et je suis ah merde, c'est vrai, je voudrais rajouter ça, mais bon, ok. Bref. Et donc on va se le rajouter tranquillement. Au-delà d'une semaine, globalement, c'est que c'est pas une idée qui était si importante que ça, parce qu'elle n'a pas popé. Donc on va éviter de la mettre. Une fois qu'on a fait ça, on va se reposer sur toutes ces idées et on va les regrouper. On va les regrouper par catégorie. Tout d'un coup, ça va nous faire apparaître des chapitres, en fait. Et c'est vachement plus agréable parce que du coup, on est en train de définir une structure, des chapitres, des éléments clés. On va aussi détecter des éléments isolés. Et ces éléments isolés, en fait, ça veut dire que c'est des éléments que je ne vous conseille pas forcément de mettre parce que c'est des éléments qui risquent de vous faire perdre du temps parce que vous ne savez pas comment les positionner dans le reste. Soit c'est vraiment un événement un truc majeur et dans ce cas-là, il nécessite peut-être une myriade d'autres idées à rajouter pour qu'ils prennent du sens en tant que chapitre. Soit pas. D'accord? Et une fois qu'on a ça, en fait, on va pouvoir commencer à écrire. Et c'est beaucoup plus simple l'écriture. Parce que on a déjà nos chapitres, on les a ordonnés, on sait quelles sont les idées qu'on veut traiter dessus. Du coup, on est focus sur le contenu. Beaucoup plus grâce à ça. On va, si possible, essayer de réfléchir à notre conf comme du storytelling parce que c'est ce que les gens aiment, des histoires. Toujours des péripéties, tout ça. Donc, on a un contexte, des péripéties, climax, résolution. En fait, on se rend compte que ça, c'est adaptable même à des sujets technologiques. Dans ce monde où on en a tous marre l'AJS fatigue, c'est bien tous ces frameworks JavaScript, mais il y en a trop. Arrive, là, puis en plus, là, il y a un nouveau bundler qui vient d'arriver, qu'on ne sait pas configurer, etc. Arrive tout d'un coup ce sauveur, ce nouveau framework qui va simplifier votre vie, etc. Bref, qui va résoudre tout ça. Donc là, en fait, vous voyez, même en utilisant les outils du storytelling, je vais être capable de créer des histoires, même techniques, en fait. Et donc ça va être assez sympa parce que du coup, ça fait qu'on sait qu'on va pouvoir construire quelque chose autour de ça. Ça, c'est un truc qui n'est pas forcément le plus évident à faire au début, mais j'en parle parce que c'est un élément important que vous gardiez en tête pour plus tard. Un des trucs que je trouve le plus important, c'est ce que j'appelle, est-ce que je fais des slides autoporteurs? C'est quoi un slide autoporteur? C'est un slide où j'ai pas besoin d'être là. J'arrive, je me pose là, j'appuie sur Next et je vous laisse lire. Est-ce que c'est intéressant comme conf? C'est sympa, vous allez avoir du contenu. Mais du coup, il y a un truc qui est pas là. En gros, moi, je pars d'un principe qui est assez simple, c'est si je suis sur scène, que je suis en train de donner une conférence, mes slides ne sont qu'un support. Le vrai savoir, le vrai contenu, en fait, il est là, il est ici, il est dans ma tête, je le connais, je l'ai répété, etc. Et c'est moi qui vais vous apporter de la plus-value. Depuis tout à l'heure, vous l'avez bien vu, mes slides, ils sont light, en fait. Et pour autant, j'ai plein de trucs à dire par slide. J'ai toujours plein de trucs à dire. Et donc, les slides autoporteurs, c'est comme ça qu'on va... les slides non autoporteurs, c'est comme ça qu'on va générer le plus d'attention. Qu'on va être en capacité de capter le plus le public. Parce qu'on va éviter de gérer de la distraction, en fait. D'accord? De la même façon, les gifs, c'est très sympa parce que c'est drôle et tout ça. C'est pas ce qui est le plus simple en termes d'attention. Donc c'est écrit, c'est incroyable, je suis absorbé par ton gif. Là où je veux en venir, c'est très souvent, à chaque fois, les gens ils sont « Ah, GF, il n'aime pas les gifs ». En fait, si, j'adore les gifs. Je trouve ça trop drôle. J'en mets des fois plein dans les chats, des trucs comme ça, parce que ça me fait marrer. Mais je n'aime pas les gifs sur du contenu.
Qu'est-ce que j'entends par du contenu? C'est un moment où je vous apporte de l'information. Si je prends celui-là, là, celui-là, il bouge beaucoup. Et là, si je commence à essayer de parler en mettant ce truc-là, je sais que je vous demande un effort constant pour essayer de rester synchro sur moi et que c'est difficile pour vous. Donc, c'est pas cool. C'est pas cool de ma part de faire ça pour vous. Parce que je vais générer de la distraction. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre des mèmes et pas des gifs? C'est-à-dire des trucs qui bougent pas? Ouais. En fait, si tu mets un mème, tu laisses le temps aux gens de rire, tu vois. Et en fait, l'idée, et c'est vraiment ce que je veux dire, c'est le truc le plus important quand vous réfléchissez à ça, quand vous construisez vos gifs, enfin dans vos slides, c'est réflexion du focus. Où est-ce que je veux que le public ait son focus? Est-ce que je veux qu'il soit sur moi? Non pas parce que je suis égocentré, mais parce que je veux maîtriser l'attention. Je sais comment je veux diffuser l'information, parce que j'ai écrit les slides, j'ai écrit le contenu. Et donc, je vais maîtriser ça. Typiquement, mettre un mème, pas de souci. Par contre, tu vas laisser le temps aux gens de rire. Soit tu vas le... J'ai des fois, dans certaines presses, des mèmes, ok. Quand ils sont pas lisibles, je les relis, etc. pour que ça fasse rire les gens ou pas. Des fois, je me rate. Mes mèmes sont pas drôles. Tant pis, c'est pas grave. Mais en tout cas, je gère vraiment cette notion de focus. Et un truc pour illustrer ça, c'est un effet que je pense vous avez toutes et tous connu. Nous sommes du coup le jeudi 23 février, j'arrive à la gare SNCF de Nantes, je vais à Paris, voie 3, voiture 11, place 92, ça c'était quand j'étais dans la rue, j'étais en train de m'approcher tranquillement Donc j'arrive voie 3. Le train est là. Merde, c'est quoi déjà? Ah ouais, c'est vrai, c'est la voiture 11. Alors la voiture 11, elle est là, ok. Ah oui, ok, j'arrive donc à la fameuse voiture 11. Et je suis quelle place déjà? Ah oui, c'est vrai, je suis à la place 92. Bon, cet effet-là, je sais que on est nombreux et nombreuses à l'avoir déjà connu. Pourtant, il n'y avait que 3 informations à retenir. Maintenant, ce qui est marrant, c'est que quand je suis sur les quais de la gare, je me force à mort à retenir ces 3 informations pour essayer de me challenger moi-même, à me dire non, je suis plus fort que les distractions externes du monde. En fait, j'arrive pas. Pas tout le temps. Parce que justement, les distractions, elles sont nombreuses. Et en fait, dans une conférence, la capacité d'avoir des distractions sont aussi très fortes. Et vous pouvez les générer. Donc, on va éviter de les générer. Typiquement, un slide noir, il n'y a pas de problème. C'est juste slide noir. Vous pouvez pas faire autre chose que de me regarder. C'est super pour des intros, pour des conclusions, etc. Là, je sais que je vais capter votre attention parce que je ne génère aucune perturbation supplémentaire. Donc, on va essayer de miser sur la simplicité, vous l'avez bien compris. On va éviter de la même façon des slides trop chargés, parce qu'en fait, on ne comprend pas le sens du slide. Il y a un titre, un sous-titre. Le truc au milieu, c'est limite plus gros que le titre. Donc, est-ce que c'est important? En plus, ça a l'air d'être une citation. Mais là aussi, c'est hyper gros. Bref, on est perdu dans cette information parce que la structuration visuelle est bizarre. Donc, on essaye de déjà définir une cohérence. Et puis, finalement, quand la personne parle dessus, on s'est perdu avant et on est en train de rater de l'information. Donc, de la même façon, moi, je suis pas fan des trucs sans style. Ça me rappelle la fac. Mais bon, après, ça marche des fois. Le minimalisme aussi, ça plaît des fois. Éviter les thèmes sombres. Alors, l'autre fois, c'était hyper intéressant. J'ai assisté à une conférence de Google sur l'art de donner des confs. Et c'était marrant, l'orateur, il disait « privilégier les thèmes sombres ». J'étais moi, je dis tout le temps le contraire. Mais les arguments étaient intéressants. Et donc, je vais vous donner les 2 argumentaires qui justifient tout ça. Les thèmes sombres sont sympas, notamment pour la fatigue visuelle. Maintenant qu'on est beaucoup sur des télés, etc., c'est vrai que les écrans blancs, ça flash les yeux, etc. Les contrastes, on va pouvoir assez facilement les gérer aussi sur des thèmes sombres qui sont bien gérés, etc. Mais qu'est-ce qui m'amène, moi, à dire qu'on va éviter les thèmes sombres? C'est que j'ai dit un truc, là, dans ma phrase, j'ai parlé des contrastes. Et aussi, un truc qu'on ne va pas forcément maîtriser, très bien sur des télés, sur des écrans d'ordinateur, les thèmes sombres, c'est reposant, mais il se trouve que vous allez peut-être donner des conférences dans des endroits qui s'appellent des universités, dans lesquels l'argent public ne coule pas à flot et où ils ont des vieux VP avec des ratios qui sont à la fois foireux et des lentilles qui sont fatiguées.
Résultat, les thèmes sombres, ça se rend super mal. Vraiment, véridique, je l'ai vécu je ne sais pas combien de fois. À chaque fois que j'avais des thèmes sombres, c'était pas lisible en fait. Donc j'ai pris petit à petit l'habitude d'avoir plutôt des templates. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous savez globalement où vous allez donner, vous savez que typiquement, en effet, au DevFest, même si c'est des vidéoprojecteurs, la Cité des Congrès, ils ont de l'argent à mettre dans leurs vidéoprojecteurs. Donc la qualité est là. Par contre, si vous êtes en effet, l'autre fois j'étais à Tour Tech, c'est à Polytech à Tours, les VP, c'est pas les meilleurs VP du monde, très clairement. Donc, je peux vous le dire, les contrastes n'étaient pas dingos. Et donc j'étais bien content d'avoir un thème blanc. Donc c'est plus dans cette problématique-là je dis d'éviter les thèmes sombres. Maintenant, si vous maîtrisez votre environnement, c'est clair que les thèmes sombres, ils sont chouettes, agréables, plus faciles pour vos participants à suivre par rapport à ça. Vous voyez, il y a quand même un truc. C'était pas histoire de dire j'ai un peu raison, mais bref. Et aussi, un truc que je trouve important, c'est je considère que c'est pas bien de mettre des bullet points parce que, en fait, si on se retrouve à mettre des bullet points sur un slide, c'est que globalement, je vais avoir une idée à développer pour chacun de mes bullet points, parce que du coup, j'ai mis plusieurs bullet points. Et en plus, ce qui se passe, c'est que très souvent, les participants et les participantes ont eu le temps de lire tout ce qui était marqué sur le slide. Et en fait, ils sont en train d'attendre le moment où j'arrive à cette dernière phrase. C'est exactement ce qui vient de se passer. J'ai bien pris le temps d'ultra paraphraser chacune de ces phrases pour être bien sûr que vous avez bien eu le temps de lire tout avant, pour vraiment vous le faire remarquer. Donc, quand on a... Ouais. Tu les fais apparaître les uns après les autres. Exactement. Et donc, justement, il se trouve qu'il y a un truc qui est dans n'importe quel moteur de présentation qui s'appelle l'affichage séquentiel. Et donc, on va essayer, si possible, de mettre en avant des trucs. Donc là, je vais vous refaire le même slide. Donc, on va, si on voulait éviter de mettre des bullet points, parce que je trouve que globalement, si vous décidez à mettre des bullet points dans un slide, c'est que vous avez sûrement une idée à développer pour chacun des bullet points que vous êtes en train de mettre, parce que globalement, on se dit, on a vraiment quelque chose. Et du coup, les participants seront en train de lire en même temps que vous le slide. Là, vous voyez, j'ai simplement utilisé ce petit artefact qu'est l'affichage séquentiel. Eh bien, vous ne l'avez pas vécu de la même façon. Je vous ai accompagné dans la lecture. Après, en vrai, le truc le plus important, le plus sympa, c'est une idée égale un slide. En fait, à chaque fois maintenant, je me force à faire ça. C'est difficile. À chaque fois que j'avais un bullet point, j'essaye d'en faire un slide, en fait. Ça a plusieurs effets. C'est pas simple. Hein. C'était un des trucs les plus durs que j'ai eu à faire quand j'ai fait évoluer mes slides. C'était difficile parce que moi, avec ma formation d'informaticien qui aime les choses structurées, des bullet points, c'est hyper structuré, c'est trop bien. Donc j'avais l'impression de rien oublier. Et puis en plus, je voulais être sûr de mettre le contenu, etc. Et puis en fait, à force, je me suis rendu compte qu'avec le une idée égale un slide, je perdais pas, en fait. Voire même, je gagne un truc hyper intéressant qui est, je vais avoir des notes speakers potentiellement plus riches. Plutôt que d'avoir un truc avec 4, 5 bullet points, et du coup des notes speakers qui peuvent être ma stock, parce que si j'ai autant d'idées que j'ai de points, je vais peut-être me perdre dans la lecture de mes notes, ce qui n'est pas forcément bon. Alors que le une idée égale un slide, je vais l'avoir. De la même façon, le une idée égale un slide, le slide est là, je sais que je ne zappe pas l'idée. Je ne suis pas en train de zapper un des points de ma slide bullet point. Ouais. Si tu veux faire un comparatif, par exemple, entre deux choses et mettre les points en parallèle, ouais. Du coup, comment tu peux réussir à le faire en une slide à chaque fois? Alors, donc, c'est l'idéal. Maintenant, il y a un truc majeur qui est à avoir en tête. Avoir des slides qui finissent riches, ce n'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est éviter de débarquer avec un slide riche. Vous allez l'amener séquentiellement. Là, je ne l'ai pas mis pour ce soir dans la présentation, mais par exemple, dans la formation que j'ai un truc où à un moment, je débarque avec une formule mathématique qui est ce qu'elle est. C'est une vraie formule mathématique. Si on était dans du machine learning, des formules mathématiques, il y en a qui nécessitent vraiment d'expliquer.
plutôt que de débarquer dans le truc. Et puis tu vois la formule, tu es perdu, tu sais pas trop, et ben tu vas l'afficher séquentiellement. En effet, à la fin, tu es obligé d'avoir cette formule parce que c'est la vraie formule. Je reprends aussi un exemple que j'avais fait une fois. J'avais fait un truc sur une techno qui s'appelle Houdini CSS. Enfin bref, c'est pas très intéressant, mais il y avait un schéma global d'architecture de comment fonctionne le truc. Et ben, il y avait plein d'éléments. Et cette big picture, elle était intéressante à regarder. Par contre, je l'ai affiché de façon séquentielle. J'ai affiché chacun de mes éléments de façon séquentielle. Donc, ce n'est pas un problème d'avoir des slides riches en sortie. Par contre, vous les amenez de façon séquentielle. On garde le focus. C'est ça qui est important. OK? Ça répond à ta question? Donc, dans les bonnes pratiques, après, on va faire 2 fontes maxi par slide. Et je parle bien par slide et pas par deck. Un deck, toute la présentation, c'est un deck. Ceci est un slide. OK? On va éviter pas plus de 7 mots par ligne. Pourquoi? Parce que ça, c'est des règles de lecture. C'est le truc qu'on est capable de lire. Ça, c'est, je suis pas allé moi-même faire ces études psychologiques, etc., sociologiques, mais en règle générale, 7 mots par ligne, c'est un truc qu'on lit de façon quasiment instantanée. Donc, on va être en capacité de lire très vite et d'être du coup très vite concentré sur l'orateur-oratrice. Donc, justement, pour imaginer ça, on va jouer ensemble à un petit jeu. Est-ce que vous êtes prêts? Dans l'idée, ça va être très très simple. Je vais vous montrer des points à l'écran. Vous allez compter le nombre de points et quand vous avez fini de compter, vous levez la main. Ça va, vous avez compris? C'est bon? Donc c'est le moment où je vous demande de vous réveiller. Hein. Je suis désolé. Alors, vous êtes prêts? Attention, 3, 2, 1, c'est parti. OK. Donc, on est sur un temps de réaction moyenne autour des 4-5 secondes, hein, d'accord? Ce qui est plutôt normal, je vous rassure. On recommence, vous êtes prêts? OK, c'était plus rapide, mais il y a quand même eu un peu de réflexion, d'accord? Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Et là, ça a été instantané. Il s'est passé un truc magique dans la salle, là. Les gens, la dernière fois, m'ont dit « Oui, mais c'est parce que tu nous as préparé, etc. » La prochaine fois, je vais faire le truc où je vais la mettre entre les deux, celle-ci, pour voir. Et en fait, les gens se rendront compte que ça n'a rien à voir. C'est en effet, de la même façon, un effet psychologique. Globalement, la majorité des gens ne sont pas Rain Man. Et ne savent pas compter instantanément le nombre d'allumettes qui sont tombées par terre. Et donc, notre limite, en tant qu'humain, se situe autour des 6 objets, à peu près, à l'instant T. Ce qui fait que, du coup, quand on conçoit des slides, eh ben, on va réfléchir à ça. Donc, si on doit en effet afficher des trucs complexes, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas finir avec peut-être 20 éléments à l'écran, mais on va amener ça par petits blocs, qui font qu'on va être en capacité d'amener notre auditoire à suivre ces informations progressivement. OK? Un truc aussi que moi j'évite de mettre d'une manière générale dans mes présentations, c'est des agendas, des sommaires, et encore plus le truc où on le voit régulièrement, il revient. Vous savez, en mode fil d'Ariane là. Pourquoi je le mets pas? Parce qu'en fait, vos slides ne sont jamais le reflet proportionnel du temps passé. Je peux très bien passer, là il y a 77 slides, je crois, à peu près sur ce deck-là. Je peux très bien passer, on va dire, allez, une demi-heure sur les 10 premiers slides et le reste du temps, ça va passer en une demi-heure, parce que je vais les passer beaucoup plus vite, etc. Mais parce que je maîtrise mon contenu. Sauf que ça, vous en savez rien. Et si moi, je vous affiche qu'au bout d'une demi-heure de conférence, je n'ai traité que le premier chapitre, l'effet que je vais générer chez vous, c'est que vous allez regarder votre montre et je vais générer de l'impatience. Donc, je considère que ce n'est pas indispensable, ce n'est pas une information ultra pertinente. À la limite, au début, en général, j'évoque. Je dis, alors, on va potentiellement voir ça, très bien. Mais je ne suis pas en train de donner d'indication et encore moins cette notion de fil d'Ariane qui revient régulièrement. Amener aussi cette notion de pause. La pause, elle va revêtir plusieurs aspects. Mon petit bébé victorieux, c'est une pause.
Le moment où j'interagis avec vous, c'est une pause. En fait, c'est des moments où je vais vous dissocier d'un moment de contenu pur. Parce que globalement, on n'arrive pas à se concentrer plus de 20 minutes. Et là, moi, mon challenge, c'est de vous garder intéressé sur ce qui se passe. Donc, je suis obligé d'amener ces mécanismes-là. Et donc, réfléchissez-y aussi. Un simple changement de chapitre, ça amène une pause, en fait. Parce qu'on va éviter les... Et donc là, on vient de voir ça parce que c'était trop bien la pause. Et donc, s'il vous plaît, après, évitez de mettre des agendas parce que vous allez voir, c'est bien les agendas. Et puis là, vous avez vu, il n'y avait que 5 slides. Bref, on se rend bien compte qu'il y a un moment où vous allez... Ah, s'il te plaît, laisse-nous respirer. Donc, allez-y, c'est le moment. Voilà. Donc là, je me suis permis de mettre un gif, mais pas sur du contenu. J'ai réfléchi à mon truc avant. Ok. Donc, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est des fois, c'est de montrer du code ou des démos. Et ben, en fait, on va avoir les mêmes problématiques avec le code et les démos qu'avec les schémas complexes. Imaginons, je sais que ce n'est pas le cas, mais imaginons, cette ligne-là, elle est hyper complexe. Un truc de ouf. Je ne sais pas ce que ça fait un console.log. Et en fait, le problème, c'est que mon explication, elle se situe vers là. Moi, je suis en train de vous présenter ce slide-là. Si je vous le présente tel quel, en fait, vous, naturellement, quand bien même je respecte une des autres règles du code, c'est éviter de nous montrer plus de 9 lignes de code par slide, vous allez tout lire, vous allez buter naturellement sur la ligne qui est compliquée, et puis vous êtes en train de rater mes explications qui vont vous permettre de la suivre. Donc, on va faire un truc. Comment on fait du séquentiel sur des trucs comme ça? Ben, en fait, on duplique. On fait un slide comme ça, puis après un slide comme ça, puis après un slide comme ça. Voilà, hop. C'est très simple à faire. Par contre, vérifiez bien votre code avant, parce que quand vous avez à le modifier, c'est chiant. Voilà, je vous le cache pas, c'est du vécu. Mais toujours est-il que c'est vachement plus efficace. Là, je suis vraiment en train de vous guider dans l'explication du code. Ou alors, vous avez un truc qui est prévu qui va faire du syntax highlighting directement. Donc il y a des moteurs de slides qui permettent de faire ça, par exemple. Pareil, une démo, on veut montrer un truc, on va highlighter la zone qui est intéressante, plutôt que comment celui-là il est fait et comment on peut le faire très facilement. Là, typiquement, si vous êtes dans un truc en WYSIWYG, donc genre slide, PowerPoint, etc., vous avez l'image, vous mettez là, moi, par exemple, j'ai mis l'image de base, j'ai mis un carré qui va jusque là, je l'ai transformé en opacité, je sais plus, 70, un truc dans le genre pour montrer que c'est un peu masqué. Et cette image-là, je l'ai croppée avec une forme et je l'ai repositionnée. Ça m'a pris, 2 minutes max à faire. Et en fait, je me suis retrouvé avec une technique très simple à faire un truc de syntax highlighting. Ça, c'est si on n'a pas de logiciel de retouche de photos, de machin. Ça, vous le faites hyper vite en fait. Ça, c'est très très vite fait. Et pour autant, on a bien compris, bon, même si c'est pas lisible parce que c'est tout petit, on a bien compris que le truc à regarder, il se situe ici. Est-ce qu'on doit se présenter ou pas en début? Un truc comme ça. Est-ce qu'on le met ou pas? Eh bien, en fait, c'est pareil, ça va dépendre du timing. Je vais casser un petit peu votre ego là-dessus, je suis désolé. En règle générale, les gens ne viennent pas dans une présentation pour vous. Je pense que ce soir, vous n'êtes pas venu parce que c'était moi. Vous êtes venu parce que le sujet vous intéressait. Et je ne suis pas vexé du tout. Je m'en fous, c'est pas grave en fait. C'est pas pour ça que j'ai fait cette presse. Donc, si vous me connaissiez déjà, en fait, ce slide va pas vous apporter grand-chose. Donc, de la même façon, quand je me présente, j'ai pas à balancer mon curriculum vitae. Est-ce que c'est intéressant pour vous de savoir que j'ai un diplôme d'ingénieur à Polytech Nantes? Non. Par contre, parce que une fois de plus, ce qui va éventuellement donner du contexte, c'est juste ce qui me lie au sujet. Moi, speaker depuis 2009. Ok. Là, ça a un peu plus de contexte, c'est un peu plus intéressant. Donc, quand on est sur des petites presse, des quickies, typiquement, je vais le mettre à la fin, parce qu'en fait, on n'a pas de temps à perdre avec une présentation. Quand on est sur une conf plus longue, je le mets au début et je le remets à la fin. Parce que sur une conf plus longue, potentiellement, les gens vont me pinguer. Ça peut arriver. En règle générale, les informations intéressantes, qui est en train de parler? Parce que soit vous me connaissez déjà et tant mieux, soit vous ne me connaissez pas et du coup, vous saurez que maintenant, je m'appelle Jean-François Garot. Très bien. Celui qui a parlé et qui a dit des bêtises, il s'appelait Jean-François. L'éventuel contexte
justement qui amène, si je suis en train de parler face à des décideurs, etc., je vais mettre que je suis CTO front, blablabla, et comment je veux que vous me pinguiez. Est-ce que je veux mettre mon 06? Est-ce que je veux mettre mon fax? Est-ce que je veux mettre mon email? C'est à moi de le décider. Ouais. Tu mets pas de QR code? Ça dépend. Enfin, moi, j'en mets pas parce que je trouve que, en fait, j'ai pas envie de partager ma V-card. Mais après, c'est un choix. C'est moi qui décide de ne pas partager ça. Si toi, au contraire, tu es dans une optique un peu plus commerciale, etc., que tu veux te vendre et mettre une V-card en QR code, pourquoi pas? Tu maîtrises. C'est ça que je veux dire, c'est que vous maîtrisez les informations que vous donnez sans donner trop d'informations. Qu'est-ce qui fait que je vais mettre ces logos ou pas? C'est, pareil, une fois de plus, le contexte qui m'a amené à ça. Typiquement, je suis chez Sphere, quand je donne une conférence, ils me payent le trajet, l'hôtel, je ne pose pas de jour de congé. Bon, moindre des choses, c'est que je les remercie. Pareil, ça c'est le logo GDE qui m'a aidé beaucoup à me déplacer dans des conférences. Si, au contraire, je me retrouve sur une conf, où Sphere, ils m'ont dit, on ne te paye pas le trajet, tu te débrouilles, tu poses tes congés, etc. Je peux vous dire que le logo de Sphere, il ne sera pas là. C'est clair et net. De la même façon, vous l'avez remarqué sur ces slides-là, à part ici, c'est le seul moment où je fais mention de ma boîte. Sinon, je ne le fais pas, en fait, on s'en fout. En fait, c'est pas... Ce qui fait le contenu, c'est moi, c'est pas ma boîte, en fait. Et indirectement, si ce que j'ai dit vous plaît, le nom et la marque de Sphere rayonnera en vous plus tard. Donc, du coup, on évite potentiellement, enfin moi je suis assez libre typiquement sur la capacité à avoir et à laisser mes collabs à avoir des slides complètement en dehors de la charte. Sauf si c'est bien entendu des trucs commerciaux, hein. On est d'accord. Je dois faire un truc pour une presse commerciale, je me calque bien entendu à la presse commerciale. Par contre, dans des confs communautaires, on s'en fout. Alors, c'est trompeur, mais c'est pas encore la fin. Ce que je veux dire avec ce slide-là, c'est que c'est hyper important de mettre une conclusion. Parce que, je vous l'ai dit, on parle beaucoup, on parle dans pas mal de choses, et vous allez oublier. Et pour autant, moi, quand j'ai créé ce talk, il y avait un truc que je voulais que vous reteniez, et c'est aussi une démarche que je vous amène à avoir. Il faut que vous ayez, dis-moi en une phrase, ce avec quoi les gens ressortent de ta presse. Et la conclusion, elle sert à ça. C'est le moment où vous avez l'auditoire pour vous, et vous pouvez faire un récap important des trucs que vous vouliez avec lesquels ils ressortent. Donc ça, c'est indispensable. Moi, maintenant, je me l'impose. À chaque fois que je crée un deck, direct, je me crée un slide qui s'appelle conclusion. Des fois, c'est écrit en gros conclusion, c'est pas grave. Et en fait, on s'en fout. Quand je passe dessus, je sais que c'est ça. Vous voyez que c'est écrit conclusion. Bon, très bien. Mais ça me permet d'être sûr que je traite cette conclusion, qui du coup aura un bénéfice aussi pédagogique pour vous. Donc, ça, c'était pour tout ce qui était rédaction des slides. Maintenant, avec quoi on peut les faire? Alors, il y a deux types de trucs. Il y a les moteurs WYSIWYG d'un côté et les moteurs à coder. Alors, c'est PowerPoint, Keynote, présentation, Prezi si vous aimez faire vomir les gens, Google Slide, Slide.es, ça c'est un truc web, et maintenant Canva qui est très répandu quand même aussi, qui est beaucoup utilisé. Ce que j'appelle des moteurs à coder, c'est des trucs où au contraire, c'est pas graphique, c'est du code. Typiquement, ce que vous voyez là, c'est du Markdown. C'est des fichiers texte purs avec du CSS. Donc il y en a pas mal, il y a Bespoke, il y a Reveal, là par exemple c'est du Reveal, Impress, Deck.js, Spectacle, Shower, Ruban, c'est des moteurs à coder. Moi ce que j'aime bien dans les moteurs à coder, c'est le fait que c'est là où c'est le plus interactif. Typiquement moi qui fais du web, je peux caser mes démos directement dans mes slides. Ça c'est cool. Mais c'est une certaine prise de risque. C'est un parti pris. Et donc du coup, si on veut faire des démos, on peut faire des trucs encore plus complexes où on peut carrément avoir du live coding directement dans les slides et tout ça. Code Mirror, Ace Editor, et ça c'est Monaco Editor, c'est un truc de Microsoft. Ou après, on va passer dans d'autres alternatives, le fameux Code Sandbox, StackBlitz ou Code Sandbox. Et donc et après, le truc ultime, et c'est pas un mal de faire ça, c'est la vidéo. C'est pas grave. J'ai vu des gens de Google, très très bons speakers, faire des confs où leur démo, c'est des vidéos préenregistrées. Ça passe très bien en fait. Le flow de parole est maîtrisé sur la vidéo. Ça montre le truc. Du coup, ça marche. Ça plante pas la vidéo. Et donc, l'effet est là.
Alors en effet, à la fin vous n'êtes pas waouh, les prises de risque, ça a marché, c'était trop bien. Mais en même temps, c'est pas hyper grave. Ça dépend où vous mettez le curseur. Moi, j'avoue, je suis plutôt dans la team, je prends des risques. Ce qui m'amène à me retrouver dans des situations un peu hasardeuses où le PC va planter, voire même la dernière fois, je faisais une conf où je mettais en avant le fait que c'était une techno expérimentale et j'avais pas pensé au fait que ça drainait la batterie tellement c'était expérimental. Et au bout de 20 minutes, puf, plus de batterie. Bon, bah, c'est bien. Bon, ça servait mon propos. Alors, quand je disais n'utilisez pas ça en prod, c'était du coup, ça prenait sens auprès du public. Mais bref. Là, il y a volontairement plein de liens que vous pourrez retrouver. Je vous mettrai le lien à la fin. Mais je vous explique à quoi servent tous ces liens. Donc, moi qui fais du reveal, du coup, vous pouvez trouver des thèmes assez facilement là-dessus. Si vous cherchez des thèmes, il y a Slide Carnival qui en fournit pas mal. C'est des Google Slides, des PowerPoint, des Canva. Vous allez pouvoir trouver des trucs. Typiquement, si comme moi, vous n'êtes pas un expert ou une experte en graphisme, que c'est pas votre truc de faire des trucs beaux, bah, c'est très chouette, Slide Carnival. Il y a aussi Graphic Panda et Slide Go qui font la même chose. Cependant, là-dedans, vous allez trouver des ressources parfois payantes. Attention. Si vous voulez utiliser des vidéos libres faites par des humains, vous pouvez utiliser Mixkit. Cependant, je pense que je vais l'intégrer bientôt. Je vais pas tarder à intégrer des outils, je pense, d'IA générative aussi. Pour des trucs qui marchent bien, pour créer des ressources aussi. Parce que en termes d'image, aujourd'hui, mes deux plus grosses ressources, c'est Unsplash et Pexel. Donc ça, là, c'est là-dessus. Ça, c'est des images libres de droit. La plupart des images que vous avez vues sont tirées de ces deux sites-là. Si vous cherchez des SVG, c'est pareil. The Noon Project, c'est ultra riche. Si vous cherchez des fontes, que vous êtes en train de créer un thème, etc., il y a FontPair et Type.io. Bah, c'est des gens qui font des études sur c'est quoi les fontes qui vont bien ensemble. Moi, c'est pas mon taf. Et bah, je suis très content de trouver des gens qui me disent que Arial, ça va bien avec machin. Ah bah ok, merci. Et après, vous pouvez aller les télécharger là. Jiffy, si vous voulez mettre des gifs pour créer les moments de pause. Voilà. Les mêmes, pareil, on peut faire des mêmes générateurs. Et quand vous êtes sur les outils un peu online de Gslide, etc., il y a des gens qui se sont amusés à vectoriser des emojis, du font awesome, etc. Parce que vous ne pouvez pas les importer tels quels. Donc du coup, il y en a qui les ont vectorisés pour vous. Ça, c'est chouette. Et côté Code Helper, ce lien-là, donc si vous cliquez dessus quand je vous donnerai les liens, c'est super pratique. En fait, c'est un truc où vous tapez votre code, vous définissez les règles de syntax highlighting, et en fait, dans le clipboard, dans le copier-coller que vous faites, il embarque tout le style. Il embarque la fonte, les couleurs, etc. Et en fait, quand vous collez ça, par exemple, dans PowerPoint ou quoi que ce soit, tout est propre direct. Donc ça, c'est vachement cool. Ça, c'est une image depuis du code. Du coup, donc au lieu d'avoir du texte qu'on peut sélectionner, c'est sous forme d'image, mais c'est propre. Et quand on est sur des moteurs à coder, il y a Highlight et Prism qui sont deux syntax highlighters. Donc, conclusion. Ce que je voulais, j'ai déjà parlé beaucoup, j'ai dit beaucoup de choses, mais il y a encore énormément de choses que j'ai pas traitées. Cependant, ce que je voulais que vous reteniez, c'est, on a vu ensemble ce soir comment trouver des idées. On va repenser donc à cette fameuse courbe du hype. On se rend compte qu'on est en capacité de trouver des idées. Ensuite, on a vu les différentes règles d'un CFP. En fait, globalement, plus on a de l'honnêteté, plus on va amener du détail, plus ça va aider les organisateurs, organisatrices. Et après, on a vu toute la partie slide où, globalement, le focus, comment on gère l'attention de nos participants et de nos participantes, c'est le truc le plus important. Less is better. D'accord ? Je vous remercie. Et donc, vous pourrez retrouver, là, ce que je vous ai fait, là, c'est l'extract, un extract ultra condensé d'une formation qui s'appelle la Sphere School Speaker. Alors, hashtag moment un auto-promo, je la joue la semaine prochaine. C'est une formation gratuite. Par contre, c'est en journée. Donc, faut que. Mais là, j'avais 77 slides, là, j'en ai 350. Donc, je vais un peu plus dans le détail sur plein d'autres trucs. Mais tout ça pour dire que si vous allez là, c'est du contenu open source, vous avez l'intégralité de la formation.
Donc, quand vous allez sur cette URL, vous avez l'intégralité de la formation directement accessible. Et donc, vous aurez beaucoup plus de support que ce que je vous ai fourni ce soir, notamment. Ouais. Tu vas partager les slides par mail après le... Oui, je pense je l'enverrai en fait sur le Meetup. Sur le Meetup, je le mettrai en commentaire. Il y a des... Ouais, vas-y. Sur les slides, du coup, il y a des événements qui proposent des thèmes de slides. Oui. Des thèmes de deck. En fait, c'est souvent pour aider les speakers et speakers. Typiquement, nous, on le fait, on en propose un. Ça ne veut pas dire qu'on s'attend que vous respectiez ce truc-là. C'est juste qu'on vous fournit un truc qu'on estime pas trop moche et qui va vous aider si vous n'êtes pas hyper à l'aise avec la création de slides. C'est pas obligatoire. Non. Non. Ouais. Tu as parlé d'avoir un peu de storytelling, d'avoir la plupart du contenu vraiment dans la tête ou d'avoir des notes. Est-ce qu'il y a une proportion entre ce qui est entre guillemets scripté et ce qui est dû à l'improvisation dans un speak? Est-ce qu'il y a des règles pour ça ou pas? Ok, alors la question c'est la proportion d'impro, de qu'est-ce que je vais mettre dans mon contenu et surtout dans mes notes speaker. En fait, il n'y a pas forcément de règles, ça va dépendre de l'aisance que tu as avec l'impro. En règle générale, moi ce que je fais, sur un contenu comme celui de ce soir, ça fait plus de 10 ans que je le fais. Je le maîtrise sur le bout des doigts. Ce truc-là, même si j'ai adapté mes slides aujourd'hui pour faire un extract, à force, le contenu, je le connais, vraiment. Par contre, quand c'est sur des nouvelles confs, souvent, ce que je vais faire, moi, j'ai besoin de fonctionner comme ça. J'ai mes slides en tête énormément et mes notes, c'est plutôt des mots-clés importants. Par contre, je connais des gens, pourtant un très bon speaker qui s'appelle Hubert Sablonnière, si vous avez eu l'occasion de le voir, c'est un très très bon orateur français. Eh ben, Hubert, il a un script, carrément. Bon, il maîtrise son truc, donc ça se voit pas qu'il est en train de lire, mais il a tout un script à chaque fois de ses slides. Donc lui, par exemple, quand bien même c'est un excellent orateur, il a tout le script de ses slides qui est écrit. Mais c'est parce que c'est sa façon de fonctionner. Je connais d'autres personnes, des advocates de chez Google, qui au contraire, un mec qui fait des Chet Az, qui est un développeur Android, qui lui fait des comedy talks, qui fait de l'impro, etc. Lui, il y va à volo, quoi. Il débarque, YOLO, c'est bon, je maîtrise, et puis j'improviserai. L'impro, cependant, est importante, revêtit une part non négligeable et intéressante du talk pour plusieurs raisons. Votre PC crash, qu'est-ce qu'on fait? En fait, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait que vos slides ne sont qu'un support. En vrai, ça plantait, bon, j'étais embêté parce que je ne pouvais pas vous montrer ou vous démontrer des trucs que je voulais mettre en avant. Cependant, j'étais dans la capacité de vous donner énormément de contenu à l'oral sur ce que je voulais vous donner. C'est juste qu'il n'était pas imagé. Est-ce que ça répond à ta question? Ok. Ouais. Est-ce que ça serait pour les conférences généralement de donner, pour les organisateurs en tout cas, de donner du contexte sur la pièce, sur l'endroit, sur ce qui va être à disposition du jury pour ça si on a un écran ou deux. Mais en tout cas, type de salle, type de... Est-ce que par exemple, si pour ta presse, tu as besoin d'une grande salle, de quoi? D'un micro, d'un truc? Je suis pas sûr de comprendre la question. De projeter aussi dans la préparation de la salle, là, je pense. Au moment où on commence à se dire, ok, je vais être sélectionné, je vais pouvoir développer justement mes idées. Alors, est-ce que ça aide d'avoir en tête le contexte aussi de la pièce? Est-ce que ça serait de donner alors la question c'est est-ce que ça peut aider d'avoir le contexte dans lequel on va jouer la conférence au moment de la préparation des slides? Ça peut sur la notion de thème, par exemple le thème sombre. Si tu sais que tu le fais dans un lieu type cité des congrès, là tu vois, je sais qu'ils ont des télés, etc. Il n'y a pas de souci en fait. Quand je prépare mes slides, je le fais en connaissance de cause. Par contre, la grandeur de la salle, ça tu le découvres un petit peu plus tard. Voire même des fois à la dernière minute. Si on prend l'exemple de Devox, ils font voter les gens et ils font des switches la dernière semaine. En fonction des votes que les talks ont eu, ils placent les gens dans les salles liées à la popularité des talks. Donc pour le coup, jusqu'à la dernière minute, enfin quasiment, tu ne sais pas dans quelle salle tu vas être quasiment. Ça répond à ta question? Ok. Sur le processus de
sélection des CFP. Parce que le moment du dépôt a une incidence, à savoir plutôt au début de l'ouverture ou à la fin. Finalement, c'est complètement neutre, ça démarre au moment de la clôture. Alors la question c'est est-ce que le moment où on va déposer le talk dans le CFP a une importance? En vrai, si tu respectes les standards que j'ai évoqués, notamment le fait d'avoir des choses complètes, ça a peu d'importance. Cependant, j'ai hésité à vous mettre ce slide ce soir. J'ai un slide que j'ai d'habitude où je montre. C'est pareil, je comprends pas pourquoi chaque année c'est tout le temps comme ça. Mais bref, voilà. Donc vous voyez là l'écran là, ça c'est le début du CFP, ça c'est la fin du CFP, et là ça va être le moment où j'ai atteint mon pic de CFP, d'accord? Donc regardez, ça c'est le ratio. Je m'approche. Là je suis à 1 mois du CFP, là je suis à 1 semaine. Paf. Ça nous fait ça chaque année. Pourquoi ça c'est un problème? Parce que nous sommes bénévoles. Que la quasi-totalité des conférences essayent de donner des résultats rapidement après la clôture, exception faite de Devox qui met 1 mois et demi à le faire parce que justement ils veulent prendre du temps pour revoir. Donc là typiquement pour Devox que tu proposes à la dernière minute, on s'en fout. Par contre pour nous ça peut avoir un impact parce que on va devoir ingurgiter un nombre de talks énorme à la dernière minute, qu'on va devoir faire sur notre temps perso. Et donc, je te cache pas que nos choix vont aller beaucoup plus vite sur des propositions non qualitatives. Typiquement, un titre pourri, une description qui vaut rien, il n'y a pas de note speaker. Ok, sur ces moments-là, très clairement, si tu me fais une proposition comme ça à la dernière minute, tu maximises tes risques d'être rejeté. Alors que si tu le fais au début, en effet, j'aurais potentiellement pu prendre du temps pour le lire. Voilà. Ouais. Je reformule toutes les questions avant d'y répondre. C'est quoi l'intérêt? Alors, du coup, je reformule les questions à chaque fois. Pourquoi? Parce que déjà pour la caméra. Parce que en fait, systématiquement, donc là, ce soir par exemple, j'ai remarqué, il n'y avait pas de micro qui tourne. Donc du coup, pour être sûr que ce soit capté à la vidéo, je répète systématiquement les questions. Deuxième optique, m'assurer que j'ai bien compris la question, histoire de ne pas répondre à côté. Donc c'est pour ça que je fais ça systématiquement. Et dernier truc, c'est que je fais tout le temps, est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Voilà. Pour m'assurer que je peux clore le truc. Tu parlais d'IA générative tout à l'heure. Moi, ayant fait partie de la sélection de contenu pour les conférences, en lisant 150, au bout d'un moment, j'arrive à lire que c'est ChatGPT qui l'a fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on pense des sélections qu'on arrive à détecter en tant qu'IA générative? En fait, ça dépend comment c'est formulé. Dans l'absolu, c'est pas en soi grave que les personnes utilisent l'IA générative pour ça. Je pense pas que ça servira de critère de discrimination, sauf si en effet ça commence à générer une sorte d'uniformisation un peu fade des propositions dans le programme, ou trop pompeuse. Parce que typiquement, ce qui se passe souvent, c'est que les gens n'ont pas pris le temps de préparer bien leur prompt et on se retrouve à avoir des trucs. Nous allons voir cette conférence éclatante avec, on les voit les termes écrits par les IA génératives. Là, justement, l'autre jour, j'ai repris des collègues. Ils me disaient, tu peux me donner des retours sur les talks? En effet, c'était une conf éblouissante, extraordinaire. Je dis, hop, tu vas redescendre de ton piédestal. Là, tu me fais juste une conf pour des humains. Et en effet, et si tu le paramètres bien, tu dis fais ça moins pompeux. Moi je l'ai testé justement, je sais plus quoi là. J'ai fait un post la semaine dernière, alors c'était pas une proposition de conf, mais je l'ai faite pour LinkedIn, et justement la première version qu'il m'a fait au début était beaucoup trop extraordinaire, etc. Je dis vas-y plus light. J'ai retravaillé, j'ai discuté avec mon IA et là j'avais un truc qui me correspondait plus. Donc c'est pas pour autant que je vais pas sélectionner ce genre de talk, mais c'est juste que je me dis ça pourra inconsciemment générer le même effet qu'une conférence avec un descriptif pauvre. Je me dis la personne a manqué d'effort parce que ça se ressent. Et l'IA générative
bien prompté, peut faire des trucs super. Dans certaines conférences, notamment au DevFest Nantes, il y a un thème de la conférence. Ouais. On n'a pas forcément parlé, mais est-ce que ça a un intérêt d'essayer de tourner son titre ou sa description pour être dans le thème? Ou est-ce que ça n'a aucune incidence et il faut même plutôt pas le faire parce que ça peut être une mauvaise idée? Alors, la question porte sur les confs qui font des thèmes, comme nous, par exemple, au DevFest. C'est vrai que là, cette année, c'est Frayeur au DevFest. Est-ce que ça a une incidence ou pas? Alors, pour nous, c'est un clin d'œil. Donc, pour nous, c'est du plus que les gens décident de respecter cet univers graphique qu'on a posé. L'inconvénient, c'est en effet, et c'est ce qu'on a vu plusieurs fois, typiquement, on n'est pas trop loin géographiquement en termes de timeline de CFP par rapport au Basecamp, qui fait aussi un thème, et tu le vois tout de suite, les copier-coller. Donc là, pour le coup, ça fait l'effet un peu inverse. Bon, c'est pas pour autant qu'on, comme je te le dis, le nom, c'est pas ce qui va nous limiter. Ça peut marquer des points, par contre. Voilà. À minima, ça marquera des points. Je pense par contre qu'en effet, me rendre compte, et chaque année on le voit, que la personne, elle a repris le même abstract qu'elle avait décidé de faire pour le Basecamp. Bon, je me dis, zut, c'était pas pour nous qu'il l'a fait. C'est pas très grave. Je vais mettre mon ego de côté en tant qu'organisateur du DevFest et je vais me considérer que la proposition est intéressante quand même. Tu vois. Merci tout le monde. Merci.